ndeko Minaku batindi pour fragiliser l'État congolais, batindi pour déstabiliser le peuple congolais, batindi pour banda komema balwa na ye ya moyibi ya lukuta, balwa na ye wana ake kozwango ya kindoki. Comment ce monsieur qui a été avec Nanga, qui est venu avec Nanga, amené par Nanga, membre du système, kabiliste de surcroît. Nanga, le président nous dit que les élections ont été entachées d'irrégularité. Nanga ayant organisé les élections, nous amène un monsieur qui va encore organiser les élections. Quel sera le sort de ces élections? Donc voilà pourquoi j'ai lancé la campagne non au kabiliste Ronsard Malonda. Parce qu'il ne jouit pas d'une bonne probité morale, d'une bonne réputation politique pour gérer le sort d'un peuple. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Bienvenue dans votre émission que vous appréciez, Actu Plus. Nous sommes là, c'est toujours pour analyser les 3 propositions de loi, bien sûr, de notre bien-aimé, honorable Aubin Minaku Ndiaye Nzoko. Nous allons parler également aussi de son parcours, de ce qu'il a déjà fait, ou bien de ce qu'il avait fait quand il fut encore au président de l'Assemblée nationale, ses réalisations en quelque sorte. Et nous allons aussi chuter sur, bien sûr, la CENI. Je reçois pour vous le recteur, puisqu'on l'appelle le recteur de la vérité. Et il est là, il va nous dire, recteur de l'université de la vérité. Moi, je n'aime pas parler de l'école de la vérité, j'aime parler du recteur de l'université de la vérité, puisque le recteur est à l'université. Louis-France, bonjour. Bonjour mon frère. Ça fait très longtemps, vous n'êtes plus passé sur Edem TV officiel. Oui, parce que Edem TV ne m'a pas invité. Edem TV, nous l'avions vu naître. Aujourd'hui, il a pris du poids. Aujourd'hui, on ne peut que il a pris du volume. Peut-être qu'il ne veut recevoir que les gens qui ont l'argent, ce n'est pas nous. Mais sincèrement, je vous dis merci. Non, Edem TV vous remercie beaucoup, puisqu'aujourd'hui, c'est grâce aussi à vos analyses. Dans un peu de temps, on a aujourd'hui une affaire de 2500 quelques abonnés. Félicitations. Merci, alors nous travaillons. Les gens apprécient beaucoup ce que vous faites aussi. Raison pour laquelle nous sommes encore retournés chez vous. Vous vous souvenez très bien, au début je vous avais dit, avec vous je ferai peut-être bien puisque je compte sur vous. Et encore aujourd'hui je suis là. Je le dis à la face du monde qu'il m'a beaucoup aidé aussi, Louis-France. Voilà. Louis-France, dites-nous aujourd'hui les 3 propositions d'Aubin Minaku. Ça fait peur. Et pourquoi ça fait peur? Et pourquoi tout le monde s'agite? Il fait son travail comme un parlementaire et c'est tout. Oui, il est vrai que le travail d'un parlementaire, parmi les exercices, les missions dévolues à un parlementaire, c'est aussi la proposition de loi. On ne peut pas s'en prendre à un député qui fait des propositions de loi, mais il est du droit du peuple de s'en prendre ou des intellectuels d'aviser le peuple sur la proposition de loi qui piège le peuple. Il y a quand même une nuance, parce que les lois qui sont légiférées sont légiférées au nom du peuple. Et lorsque ces lois-là ne sont plus légiférées au nom du peuple, sont légiférées au nom des individus, le peuple a droit à barrer la route à ces lois-là. M. Minaku, je n'ai pas un problème personnel avec lui, mais M. Minaku aujourd'hui constitue un problème pour la République. Un problème pour la République parce que tout simplement, son passage à la tête de l'Assemblée nationale a facilité beaucoup de monstres politiques, beaucoup de désagréments politiques, beaucoup de déstabilisation politique, beaucoup d'incohérences juridiques, mais aussi beaucoup de personnification de lois de notre pays. Parlons peu, parlons bien. Je prends d'abord l'homme, parce que moi je partage, s'il y a des gens qui les connaissent mieux, moi je les connais parce qu'il est de ma province, de mon territoire. Et je connais son village. M. Minaku a participé d'abord par détruire sa propre province du Bandundu. Je vais revenir sur l'analyse juridique. Oui, bien sûr.
a participé à la destruction de sa propre province, a pris en otage la province du Kwilu pendant son mandat, et que c'est à l'époque des gens envoyés par M. Minaku que nous avions vu la déstabilisation de la province. C'est monsieur que vous voyez, l'actuel gouverneur Tchundal, qui est le gouverneur du Kwilu, a même du mal à écrire son nom. Un monsieur qui n'a même pas un diplôme d'État, qui est placé à la tête des intellectuels, grâce à M. Minaku, qui l'a imposé. Aujourd'hui, la province du Kwilu est en train de régresser petit à petit. Il l'a détruit et il a commencé par frustrer tous les politiques du Bandundu. Tout le monde qui essayait un peu de monter ont été fragilisés, marginalisés sur le plan politique par ces messieurs que vous appelez Minaku. Je reviens à sa loi. Ici, je veux le dire comme technicien de droit et aussi comme technicien en communication, parce que cette question de sa loi est en train d'être analysée sur ces deux piliers du point de vue de droit. Nous avions évoqué le principe de séparation de pouvoir. Ce principe de séparation des pouvoirs voudrait que chaque pouvoir jouit de l'autonomie fonctionnelle, que chaque pouvoir jouit du fonctionnement normal et de toute indépendance juridique, et qu'on éviterait l'ingérence, sauf en cas du principe de la coopération interinstitutionnelle sur le plan formel. Ça veut dire que pour que l'Assemblée nationale coopère avec le gouvernement, il faut qu'il y ait un aspect formel de coopération. Mais le gouvernement ne peut pas interdire à l'Assemblée nationale de faire son travail, vice-versa. Ce monsieur vient avec une loi diabolique. Il dit que le Premier ministre, parce qu'il a concentré les pouvoirs judiciaires au seul ministre de la Justice, dont vous connaissez un membre du système, Tunda Yakasende. Il est du PPRD comme lui. Il est du PPRD. Les conseils supérieurs de la magistrature, qui est un organe administratif et disciplinaire, qui doit sanctionner les magistrats en cas de faute administrative, sont soumis au pouvoir du ministre de la Justice, qui a le pouvoir de sanctionner les magistrats. Le ministre de la Justice a le pouvoir de juger l'opportunité ou l'inopportunité des poursuites des acteurs politiques. Le ministre de la Justice peut décider du sort judiciaire de tout individu, toi et moi. Le ministre de la Justice peut participer à l'élaboration du budget du pouvoir judiciaire. Le ministre de la Justice peut, lui, s'interférer à toute poursuite et à tous les niveaux judiciaires. Le ministre de la Justice a, lui, le plein pouvoir décisionnel du point de vue judiciaire. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus parler de l'indépendance de la justice, on doit parler d'une justice politique. Parce que, le ministre de la Justice est un politique. Pourquoi on a toujours voulu que ceux qui exercent le pouvoir judiciaire soient indépendants, n'appartiennent pas à la famille politique? C'est pour préserver la paix sociale et l'indépendance judiciaire à tous les niveaux et à tous les individus, et que chaque individu soit traité au même pied d'égalité devant la loi. Mais lorsque c'est un politique qui doit commencer à poursuivre les individus, il protège d'abord les siens et commence à mater les autres. C'est quoi l'objectif? L'objectif pour lui, parce que le seul pilier qui aidait Félix Tshisekedi à constituer son pouvoir, c'était le pouvoir judiciaire. Très bien. Et il faut commencer coûte que coûte fragiliser le pouvoir judiciaire et avoir une possession politique du pouvoir judiciaire. Or, nous avons ici les objectifs d'une légifération. On vous dit que la loi doit être impersonnelle. C'est quoi l'impersonnification de la loi? C'est que la loi ne peut pas être élaborée au nom d'un individu. Mais cette loi-là diabolique de M. Minaku est élaborée au nom d'un individu, Tunda Yakasende. La personnification d'une loi. On vous dit, la loi a comme objectif de régler la société, de réglementer la société, de normaliser la société. Mais cette loi-là vient inféoder une justice. On vous dit, la loi doit être rendue au nom du peuple. Mais cette loi-là est rendue au nom du FCC.
de Joseph Kabila. Donc, vous comprendrez le méandre monstrueux de cette loi-là, de ce monsieur que vous appelez Minakou, dont la réputation est à craindre sur les plans politiques. Comment sa réputation est à craindre Cette matière nous amène, nous interroge, nous amène à lire Harold Lassuel. Et il dit quoi? Qui parle de l'intentionnalité communicationnelle. Qui vous dit que lorsque quelqu'un communique, il ne faut pas regarder sa communication. Il faut regarder l'intention avec laquelle il veut communiquer. Et quand c'est l'intention de nuire, vous ne pouvez pas analyser sa communication. Vous commencez à analyser et son intention, et son parcours, et ce qu'il a déjà fait, parce que tout ce qu'il a fait a toujours été suivi des intentions. Ceci nous amène à conclure que ce monsieur, à l'époque de l'Assemblée nationale, que vous appelez M. Minakou, nous parlons maintenant de son parcours. De son parcours. Il fut président de l'Assemblée nationale. Toutes les lois. Quelles sont les réalisations et quelles sont les mauvaises lois selon vous? Très bien. C'est une première dans l'histoire politique du monde que vous aviez appris que le peuple meurt pour la révision d'un seul article 7 de la loi électorale. C'était à l'époque de M. Minakou. Combien de morts on a compté? 10. Tués. Sur le plan formel, je ne sais pas ce qu'on avait déplacé sont combien, mais c'est qu'on a vu 10. C'était à l'époque de M. Minakou qui serait le responsable pénal. Jusqu'aujourd'hui, intolérance. Deuxième élément, c'est une première que vous avez vue dans l'histoire politique de la RDC depuis que M. Minakou est là jusqu'aujourd'hui. Aucune motion de censure contre les membres du gouvernement. Aujourd'hui, bien que des façades, on est en train de voir quand même certains ministres, Annie Nané de Félix Tshisekedi, faire des tours à l'Assemblée nationale, bien que ça n'aboutit pas. Mais au moins, on voit la volonté. À l'époque de M. Minakou, aucun ministre ne peut être invité. Les ministres étaient invités à la table ronde de Kingakati. C'est là où on jugeait les gens. À l'époque de M. Minakou, vous avez vu des lois. Aujourd'hui, s'il faut les appliquer, on doit tenir compte de certaines sensibilités sociologiques. Et ceci nous fait noter que nous devons revenir à toutes les lois votées ou fait voter par ces messieurs-là pour les élaguer. On a voté l'affaire de statut des anciens présidents de la République élus avec beaucoup de dates. Mais c'est son pouvoir, c'est à son époque. Avec le statut des anciens chefs d'État qui ont violé la Constitution. Ce monsieur-là est un violateur de la Constitution. Une loi subsidiaire qui vous dit qu'il doit être conforme à la Constitution, mais qui a été non conforme à la Constitution, mais adoptée à l'Assemblée nationale par une majorité mécanique. Et cette loi donne à Joseph Kabila une affaire de 670 000 non seulement l'argent, dollars. Non seulement l'argent, mais cette fameuse loi fait de la justice congolaise, du droit positif congolais, impuissant à juger Joseph Kabila. Beaucoup Joseph. C'est-à-dire que la loi est impuissante. S'il faut poursuivre Joseph Kabila aujourd'hui, il faut le poursuivre sur base de l'article 215 de la Constitution qui donne pouvoir aux traités et accords internationaux dûment ratifiés par la RDC, transcendant pour juger les lois du pays. Donc, les lois de la RDC peuvent être inférieures aux traités et accords ratifiés par la RDC. Et en ce moment-là, on peut juger Joseph Kabila, on peut le poursuivre au niveau des hautes juridictions, à l'occurrence la CPI, à l'occurrence la Cour internationale de justice, à l'occurrence d'autres instances judiciaires par des bases juridiques internationales ratifiées par la RDC. Mais au niveau de la RDC ici, une impuissance totale. Est-ce que toi tu as déjà vu une loi qui fait d'une justice impuissante pour juger un individu? Ce monsieur est un monstre politique. Ok. Ça, c'est un monstre politique. Et si, aujourd'hui, on a d'abord tenté cette histoire, avant de revenir avec M. Minakou, c'était d'abord M. Malonda, qu'on a essayé de fabriquer. Moi, j'avais lancé sa campagne, on va y revenir. On va y parler. On a bloqué la route à cette hérésie, à cet aventurisme. Et finalement, on a trouvé que du côté de M. Malonda, ça ne marchait pas. On a changé de camp. C'est M. Minakou qui nous fabrique une loi qui ne se limitera que dans ces tiroirs. Parce que
Si cette loi... Mais cette loi aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'elle va vraiment passer du fait qu'elle a déjà déclaré recevable au niveau de l'Assemblée nationale? Le débat aura bien sûr lieu, mais une fois passé au vote, c'est toujours le FCC qui va voter majoritairement, comme d'habitude. Et puis, quelle sera la deuxième étape et quels sont les mécanismes qu'on doit suivre pour qu'une loi soit mise en vigueur? C'est une pertinente question. Nous avons le principe de la trilogie institutionnelle qui participe à la procédure de la légifération. Vous avez l'Assemblée nationale ou le Parlement qui vote. Vous avez la Cour constitutionnelle qui déclare une loi conforme à la Constitution. Et vous avez la promulgation du président de la République. Très bien. Donc il n'y a pas que l'Assemblée nationale qui soit le maître, la maîtresse institutionnelle d'une légifération. Et il se limite au niveau de la légifération, du vote, de l'examen. Mais il faut un avis conforme de la Cour constitutionnelle. Et la promulgation du président de la République. C'est là où nous attendons. Est-ce qu'à ces deux niveaux-là, ça peut bloquer? Absolument. Et si ça bloquait, quelle sera la conséquence? On peut renvoyer la loi pour une seconde lecture. Et cette fois-là, la Cour constitutionnelle peut évoquer les dispositions qui énervent la Constitution. Ok. Et le président ne peut pas promulguer une loi qui soit jugée inconforme à la Constitution parce que la Cour constitutionnelle, en droit constitutionnel congolais, est définie comme une institution ayant pour pouvoir de valider la constitutionnalité des actes de loi et des actes ayant force de loi. C'est-à-dire que c'est une institution qui juge la constitutionnalité des actes et de loi. Que ce soit des décisions, que ce soit des communiqués, que ce soit des arrêtés, que ce soit des lois, ils doivent être conformes à la Constitution. Sinon, elles sont bloquées parce qu'il y a une institution qui est la maîtresse de la constitutionnalité des actes. Donc, cette loi-là peut être bloquée à ce niveau-là. Ou au besoin, vous avez le peuple. C'est le dernier rempart. Vous avez le peuple qui est défini en démocratie classique comme le socle du pouvoir. En démocratie classique, le peuple n'est pas réservé à un certain niveau de décision. Vous verrez même la Constitution fait mention du peuple plus de 90%. C'est-à-dire qu'accorde au peuple l'importance capitale. Et le peuple peut décider du sort de n'importe qui, même en violation de la Constitution. Donc, c'est le seul organe qui peut violer la Constitution, c'est le peuple. Ok. Le seul organe. Parce que cette Constitution a été votée au nom du peuple. Et par le peuple même. Par le peuple. Et ce même peuple peut décider du sort de cette Constitution, parce que le peuple est appelé en droit constitutionnel les constituants originels. C'est-à-dire qu'il y a un constituant qui est du législatif, qui sont les parlementaires. Il y a les constituants originels qui donnent au pouvoir aux constituants législatifs. Donc ce peuple-là, et lui peut décider à tous les niveaux, peut bloquer la route à cette loi diabolique. Très bien. Le bango présent à Lingala. Population Azolanda Bisso. Akoki ko retenir nini na mukuse pe akoki ko sala nini pour na makambo o be mena ko proposer ce qui est leki. Peuple ndegomina ko batindie pour fragiliser l'état congolais, batindie pour déstabiliser peuple congolais, batindie pour banda ko mema ba loi na ye ya moyibi ya lukuta. Ba loi na ye wana ake ko zwango ya kindoki. Ce qu'on a bengi diabolique na français na linga le lobby ya kindoki. Parce que ba loi oyo ezo viser ko préparer peuple té, ko gérer peuple té, ko gérer société té, mais zo ba loi oyo ezali ko jouer na déséquilibre social. Ay ba loi moko boye ezali ata mokete soki comparer ba voter loi wana ya Assemblée nationale. Président promulgué yango, peuple a ko décider na sort na bénédiction à Louis France Kozikesa parce que ngana ko tikate. Ce qui loi wana eza promulgué na makasi,
nga na changer nationalité nake na ngai ata na Rwanda nake evandana. Il y a aussi notre sujet très important, toujours dans Makambona. Aujourd'hui, le FCC a vraiment peur de quoi en proposant une telle loi pour fragiliser la justice? Une pertinente question qui va même résumer cette émission. Ils ont peur des abus du pouvoir et des excès. J'ai défini ces deux concepts-là. Abus de pouvoir, excès de pouvoir. Ok. Les gens qui avaient du pouvoir ont fait du pouvoir un outil pour faire le mal. Un outil pour détruire. Un outil pour tuer. Un outil pour massacrer. Et après qu'il y ait revirement, parce que le FCC n'a plus le pouvoir aujourd'hui, ils se rendent compte que chacun d'eux peut être arrêté à tout moment. Parce qu'ils sont exposés à des ennuis judiciaires et à tout moment. Ils se disent, la bonne manière de nous sécuriser, nous, c'est de créer nos lois diaboliques pour nous éloigner du mal d'hier. Des abus que nous avions faits au peuple hier, de la destruction, parce que je vais vous donner en termes de chiffres que la RDC a été en 2017-18 le deuxième pays ayant les deuxième pays le plus violateur, le deuxième pays du monde, le plus violateur de droits de l'homme par usage disproportionné des armes létales à destruction massive et répressive. Ce n'est pas possible. Aucun pays au monde n'était violateur des droits de l'homme par usage disproportionné des armes létales. Aucun. Nous étions les deuxièmes. Après, je crois, un autre pays qui avait connu une guerre de massacre. Nous étions les deuxièmes. C'est comme que nous étions dans une guerre, là. C'est-à-dire que nous étions dans une guerre civile, mais avec les armes. Donc, mais le pouvoir dans un État. Et tous ces morts-là doivent être justiciables, doivent être responsabilisés du point de vue de droit. Il faut qu'il y ait des coupables, des responsables pénaux. C'est ça la première peur. La deuxième peur, vous lisez l'article 9 du statut de Rome, qui nous définit les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le crime de génocide. Quand on vous dit que lorsqu'il y a répression de la population, il y a crime contre l'humanité. Et cette répression est accompagnée d'usages disproportionnés, c'est-à-dire que l'usage des forces des armes. C'est l'article 19 du statut de Rome. Et que la Cour pénale internationale a aujourd'hui, ce jour que je suis en train de vous dire, plus ou moins 3 dossiers de poursuite contre la RDC, contre les animateurs. Ok. Et ces animateurs sont les qui? Le membre du système d'hier. Par conséquent, il faut qu'on les poursuive. On les poursuivra sur base de leurs abus d'hier. Et pour se camoufler, ils veulent créer des lois pour avoir un ministre. Parce que les juridictions internationales coopèrent avec le gouvernement. Comme ils ont le membre du gouvernement qui est un ministre de la Justice, doit les sécuriser. Et la bonne manière de les sécuriser, il faut lui donner des outils de sécurisation. Et les bons outils de sécurisation sont des organes de loi judiciaire qui doivent, je voulais dire des lois, qui doivent assurer la protection des méchants, des habits, des tueurs du peuple d'hier. Très bien. Vous avez compris le France avec tous les détails possibles. Mais pourquoi toujours... Pourquoi la justice congolaise fait toujours peur au FCC? Réponse dans cet élément de Maître Jean-Claude Katende, le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme. Et on se retrouve après ceci.
Ce qui fait peur au Fonds commun pour le Congo. Depuis quelques jours, il y a lieu de constater que les membres du FCC ont lancé plusieurs initiatives pour contrôler la CENI et la justice en République démocratique du Congo. D'une part, c'est Madame Janine Mabunda qui lance le processus de désignation du président de la CENI en ignorant le rapport que le président actuel de la CENI doit faire et la réforme de cette institution et de la loi électorale. D'autre part, c'est Monsieur Minaku qui propose une loi de modification du statut du magistrat et de la loi organique du Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi toutes ces initiatives au même moment? Les membres du FCC ont peur de deux choses. 1. Le poursuite judiciaire contre certains membres du FCC. 2. La perte des élections de 2023. Dans cette page, je vais aborder seulement les questions relatives aux propositions des lois faites par M. Aubin Minaku. Globalement, ces propositions de loi permettent le contrôle de magistrats du parquet par le ministre de la Justice qui sera toujours membre du FCC jusqu'à la fin de cette mandature. Ces lois donnent au ministre le pouvoir suivant. 1. Le ministre de la Justice aura un mot à dire sur la nomination, la révocation, la mise à la retraite, la démission, réhabilitation de magistrats. La liberté totale que le Conseil supérieur de la magistrature avait dans ce domaine est réduite. Ceci veut dire que le ministre de la Justice aura la possibilité de faire nommer le magistrat proche du FCC ou de faire révoquer ou d'envoyer à la retraite tout magistrat hostile au FCC. Étant donné que certains membres du FCC ont des comptes à rendre à la justice sur leur gestion du passé, ces magistrats nommés dans ces conditions ne pourront pas poursuivre ces dignitaires du FCC. Et ils vont faire semblant de le poursuivre, mais après, les dossiers seront classés sans suite. Le procès de 100 jours a fait peur aux membres du FCC qui se rapprochent ou qui se reprochent de leur mauvaise gestion du pays. Le ministre de la Justice aura le pouvoir de déclencher une action disciplinaire contre un magistrat qui ne lui obéit pas ou qui est hostile au FCC. Le ministre de la Justice est devenu membre du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui lui permet d'influencer certaines décisions de cet organe en faveur du FCC. Le ministre de la Justice participe à l'élaboration du budget du pouvoir judiciaire, ce qui lui permet d'avoir la même mise sur la justice, sur le magistrat et sur le juge. Tout ceci viole l'article 151 de la Constitution qui donne tous ses pouvoirs au Conseil supérieur de la magistrature. Enfin, le FCC veut contrôler la Cour constitutionnelle qui est un organe important dans le processus électoral, surtout dans l'élection du président de la République. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres, dont 3 choisis par le président de la République, 3 par le Parlement et 3 par le Conseil supérieur de la magistrature, selon l'article 158 de la Constitution. Le Parlement, Assemblée nationale et Sénat est contrôlé par le FCC. Ça, c'est de 1. Donc, c'est le FCC qui va désigner les 3 juges. Pour les 3 juges réservés au Conseil supérieur de la magistrature, selon la proposition de Aubin Minaku, ces juges ne peuvent pas être désignés sans l'accord du ministre de la Justice, qui est membre du FCC. Il est clair que le ministre de la Justice ne donnera son accord que quand il sera sûr que les juges qui viendront de cet organe seront FCC ou proches du FCC. Tout compte fait, le FCC aura 6 juges à la Cour constitutionnelle et le président de la République n'en aura que 3 déplorables. Le FCC sera encore majoritaire à la Cour constitutionnelle avec 6 juges contre 3. Le contrôle des résultats des élections
de 2023 sera garantie au FCC. Le FCC sera majoritaire à l'Assemblée nationale. 1. 2. Sera majoritaire au Sénat. 3. Au gouvernement et à la Cour constitutionnelle. Le FCC veut aussi avoir le contrôle de la CENI. Voilà les dessous des cartes de toutes les initiatives qui se passent à l'Assemblée nationale. Si toutes ces initiatives aboutissent, c'est que le pays sera totalement entre les mains du FCC. On est tous avertis. Chacun doit jouer son rôle pour empêcher ces complots initiés par M. Obé Minakou. Ce qui se passe au sérieux, car le pays est en danger. Gardien du temple, Maître Jean-Claude Katende. Merci, c'est très bien. Prenons maintenant la dernière question, c'est celle qui est liée à la CENI. Qu'est-ce que vous reprochez aux nouveaux membres de la CENI proposés et quelle est votre solution? D'abord, il est dit à la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI que la composition du bureau de la CENI ressort de parties prenantes au processus. Vous avez un quota qui est réservé à la majorité, un quota à l'opposition, un quota à la société civile. Et de ces trois composantes, la loi prévoit que le président de la CENI doit venir de la société civile, mais spécialement de la sous-composante confession religieuse. Et la loi laisse la possibilité aux confessions religieuses de s'organiser en interne afin de présenter au Parlement un président qui doit être validé parce que la CENI est redevable à l'Assemblée nationale, est une émanation de l'Assemblée nationale. Mais regardez une nuance. Il y a quand même des critères. On m'a dit que ce gars-là a été détenteur de diplôme, détenteur de diplôme. Il est à la CENI depuis 2006. Ngoï Mulunda était tridoc, était 3 fois docteur. Et pardon, Abbé Malou Malou. Mais vous avez compris les niveaux de la destruction, de la torpillation du processus que nous avions eu en 2006. Une première dans l'histoire politique du monde qu'un président issu des élections avoue quand même que les élections étaient entachées d'irrégularités procédurales. Or, c'est quoi les irrégularités procédurales? C'est la fraude, la tricherie, le détournement, les vols. Mais qui ajoute que ces irrégularités ne peuvent pas remettre en cause le résultat. Mais je crois que je ne sais pas si vraiment pour être intelligent, il faut être né savant. Si on dit que, parce que nous sommes ici en logique formelle, si celui qui est issu des élections dit que les élections ont été entachées d'irrégularité, donc lui-même est un irrégulier. Parce qu'il est issu de l'irrégularité. Parce que l'irrégularité naît un irrégulier. Donc, c'est un président irrégulier. Je tire ça de son langage lui-même. En 2011, vous en connaissez. En 2018, Félix Tshisekedi l'a reconnu qu'il y avait des irrégularités procédurales. Donc, lui-même est président irrégulier parce qu'il est ici des élections irrégulières. Mais on ne va pas consumer les pays pour ça. On ne va pas tuer les pays pour ça. C'est un bénéfice du pays, c'est le moindre mal, en lieu et place de l'ancien. Il est là. Mais il est beau temps pour nous de préparer un processus fiable pour nous éviter les effets du passé. Ok. Pour nous éviter, parce que à chaque processus, il y a quand même mort de Congolais. Les Congolais meurent pour revendiquer, parce que nous avons 2 débats qui touchent à la vie institutionnelle et à la fragilisation politique de l'État aujourd'hui. Vous avez le débat sur la légitimité et la légalité.
En droit constitutionnel congolais, la légitimité est dotée par le peuple qui en a le monopole via la vérité des urnes. Et cette vérité des urnes est proclamée par la CENI. Donc la CENI est l'organe de proclamation du pouvoir légitime du peuple. Et vous avez de l'autre côté la légalité qui est dotée par la Cour constitutionnelle. Et si aujourd'hui nous avons chaque fois un débat de la légalité et de la légitimité, c'est une façon de dire que nous devons régler en amont. Et cette question doit être réglée en amont aujourd'hui. Il faut un critère sur la moralité. Il ne se pose pas un problème des docteurs au Congo, il se pose un problème de la moralité politique, de la corruption, des antivaleurs. Comment ce monsieur qui a été avec Nanga, qui est venu avec Nanga, amené par Nanga, membre du système, kabiliste de surcroît. Nanga, le président nous dit que les élections ont été entachées d'irrégularité. Nanga ayant organisé les élections, nous amène un monsieur qui va encore organiser les élections. Quel sera le sort de ces élections? On n'a pas besoin de faire la numérisation pour comprendre ça. Donc voilà pourquoi j'ai lancé la campagne non au kabiliste Ronsard Malonda. Parce qu'il ne jouit pas d'une bonne probité morale, d'une bonne réputation politique pour gérer le sort d'un peuple. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le débat, je termine par là, du salut du peuple. Il y a un débat qui doit mettre toute la classe politique ensemble, au-delà des clivages politiques. 1, le salut du peuple. 2, la crédibilité de la RDC au niveau international. Ces deux questions doivent être réglées avec unité, avec amour, avec patriotisme. Donc, vous aviez compris que quand j'ai lancé les sondages, le peuple n'a pas été d'accord avec ces kabilistes-là. Il est venu le temps que ces messieurs-là se retirent. Parce qu'il n'est pas mieux pour être président de la CENI. Qu'il se retire avant les pires. Parce que je vous dis, si ces messieurs-là est maintenu à la tête de la CENI, moi je mobiliserai les peuples et nous serons dans la rue. Très bien. Nous sommes arrivés à l'action, vous avez compris. On a parlé sans complaisance, bien sûr, dans les soucis de vous informer, comme d'habitude. Merci beaucoup à IW Le Paradis du Bonheur, merci à Gims Lokoum, et merci à vous tous qui nous suivez de partout. N'hésitez toujours pas de vous abonner, continuez toujours à vous abonner, à nous faire confiance, et nous serons toujours là pour vous informer. Merci et à très bientôt. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel.